présenter le régime de la 5e République, c'est ça? Ouais. Andreas, qui est présent. Ouais. Christian, c'est qui? D'accord. Et Yvan, qui n'est pas encore venu. D'accord. Qui est-ce qui va commencer alors? Andreas ou bien Christian? Il faut commencer, mec. C'est pas grave, c'est pas grave. Je te soutiens. Que t'attends? Andreas, allez-y. Ah. Ok. C'est l'ordre alphabétique aujourd'hui. Andreas, on commence avec A. Et Christian, à suivre avec C. Je fais une formation. Je mets le lien. Vous mettez le lien sur l'ordinateur et l'ordinateur. Est-ce que vous avez un mail? Moi? Ouais. Oui. Я envoyer le lien. Parce que vous n'avez pas le mail. Si j'ai un mail, mais il faut que j'envoie le lien à vous. Non, mais vous pouvez ouvrir votre email et vous avez le lien direct. Ah oui. J'ai oublié. Някой ще може тук това да го натисне обаче. Защото всеки път казва, че няма долу. Брат, това се казва високо. Il n'y a pas de traduction. Ah, vous cherchez quoi? Ça veut dire quoi tout ça? Continuez avec Google, continuez avec Facebook, continuez avec votre courriel. Ah, vas-y, quoi. Voilà. Ça, c'est le mot de passe? Ou... Non, c'est votre email courriel. Attends, peut-être. Voilà. Voilà, oui. Alors, mettez votre numéro de courriel. C'est bon? Ma email? Oui. Mon email. D'accord, donc continuez. Alors c'est mot de passe.
Est-ce que... C'est votre portable. C'est ça votre portable? Voilà. Bon. D'ailleurs, est-ce que vous vous avez posé la question pourquoi est-ce que notre équipe a choisi le régime de la Ve République? Notre équipe, c'est-à-dire? Non, notre équipe de profs. L'équipe de profs, pourquoi est-ce qu'on a choisi, vous inviter de réfléchir sur le régime de la Ve République française? Parce que c'est le plus récent. Oui, c'est tout à fait récent, mais il y a d'autres régimes politiques qui sont récents eux aussi. Parce qu'ils essaieront de faire entre un parlementarisme et vraiment une république présidentielle, ils essaieront de jouer entre les deux, surtout Debré et De Gaulle. Donc il y a vraiment les deux aspects. On veut un pouvoir exécutif plus fort. On veut aussi... On va voir tout ça, mais bon, on a réfléchi d'une manière un peu différente. Donc, normalement, l'équipe de profs, s'ils choisissent un sujet, c'est parce que le sujet a une importance particulière pour le champ d'études dont on enseigne. Dans ce cas-là, la Ve République française représente une sorte d'innovation. Un nouveau régime politique fut forgé par les élites politiques françaises à cause de différentes circonstances. Donc Andreas nous a présenté son point de vue, quelles étaient les circonstances qui ont conditionné donc la création de la Ve République. On donne la parole à Christian alors d'enrichir notre compréhension sur le sujet. Et du coup, je vais vous présenter aussi la Ve République française. Donc ça, c'est un peu le plan. Donc, je vais vous présenter l'introduction, le contexte avant 1958, la crise de 1958, la naissance de la Ve République, le fonctionnement de cette République, pourquoi cette République dure si longtemps, les critiques et limites de la Ve République et la conclusion. Donc, pour introduire, la Ve République française est le régime actuel en France. Et pour ça, il faut comprendre pourquoi elle a été créée. Il faut savoir la crise qu'elle a endurée juste après la Seconde Guerre mondiale. Et ce régime qui a été conçu pour régler le conflit en Algérie est devenu au final le régime qui dure aussi jusqu'à maintenant, depuis la Révolution française. Donc le contexte avant 1958, donc après la Seconde Guerre mondiale, la France avait créé la 4e République française qui était basée sur le Parlement. Et malheureusement c'était très instable et il y avait beaucoup de partis et personne n'avait réellement la majorité. Et donc il y avait beaucoup de coalitions qui se formaient et se défaisaient sur le temps. Donc par exemple, le gouvernement de Joseph Laniel avait duré 11 mois et celui de Pierre Mendès à peine 7 mois. Et donc de 1946 à 1958, la France a connu à peu près 24 gouvernements et donc chaque gouvernement n'a duré que quelques mois et ce n'était pas suffisant pour créer une politique sur le long terme. Et donc ça a bloqué les projets d'économie, de reconstruction et de politique extérieure. Les difficultés économiques et sociales. Donc, la France venait de sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait beaucoup de matériel détruit, de pertes humaines et l'économie s'était effondrée.
Et donc ça avait mis la France dans une situation très difficile. Ils avaient mis au point un rationnement alimentaire, donc pour limiter l'achat du pain surtout par les habitants. Et donc on voyait qu'il y avait toujours des tensions même après cela. Et il y avait une reconstruction qui exigeait de gros efforts, mais oui, la situation restait agitée, il y avait des grèves et des tensions dans les secteurs clients. Et il y avait aussi la guerre coloniale en Indochine et Algérie, où, comme la France sortait affaiblie de la guerre, elle devait aussi gérer des conflits coloniaux qui aggravaient la situation politique. Et surtout en Indochine, donc de 1946 à 1954, et se termine par une défaite majeure par la France à Dien Bien Phu. Et donc à partir de 1954, la guerre d'Algérie commence. C'était un conflit violent entre du coup, l'armée française et les colons d'Algérie. Cette guerre va diviser la société française et les forces politiques. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il reproche au gouvernement français d'être beaucoup trop faible. Donc, l'effondrement de la 4e République. Le 13 mai 1958, à Alger, la capitale de l'Algérie, des militaires et des colons se rassemblent et vont prendre possession du gouvernement général en l'envahissant avec environ 30 000 manifestants. Ils reprochent au gouvernement qu'ils veulent faire des négociations avec les indépendantistes algériens et ils craignent que la France va abandonner ce pays-là. Et donc, ils vont prendre le contrôle du bâtiment officiel, créer un comité de salut public dirigé par le général Massu et qui vont exiger que le général de Gaulle revienne au pouvoir. Donc, paralysie totale du gouvernement français. La capitale ne sait pas réagir. Un coup d'État va planer dans l'air et ça va être globalement la fin de cette 4e République. Et donc, le général de Gaulle, qui avait dirigé, qui est ici d'ailleurs, qui avait dirigé la guerre, enfin la résistance pendant la guerre, va revenir en disant qu'il va revenir au premier plan et qu'il va assumer tous les pouvoirs. Et le 1er juin 1958, il est nommé premier président du Conseil, donc équivalent à Premier ministre. Et oui, le Parlement va lui donner les pouvoirs pour qu'il puisse rédiger une nouvelle constitution. Et cela va marquer le début de la création de la 5e République. Donc la naissance de la 5e République. De Gaulle et son Premier ministre de la Justice, Michel Debré, qui est ici, vont travailler pour essayer de faire un nouveau régime plus stable. Et leur but, ça va être de faire un régime qui va viser à éviter l'instabilité des années précédentes. Les principes de la nouvelle constitution. La constitution du 4 octobre 1958 a introduit plusieurs éléments majeurs. Donc, il y aura le président puissant, donc celui qui va représenter le pays, le chef de l'État. Il va nommer le président, peut dissoudre l'Assemblée nationale, créer un référendum et avoir des pouvoirs exécutifs, des pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave, qui est l'article 16 et qui n'aurait été utilisé qu'une seule fois durant cette 5e République. C'était pendant la guerre de la crise en Algérie en 1960. Donc un gouvernement responsable mais protégé, les députés ne peuvent plus renverser à répétition le gouvernement et donc ils seront plus limités par des mécanismes qu'ils auront créés. À part, oui, avec le célèbre article 49.3 qui permet au gouvernement de voter une loi sans les votes
Et donc ça va un peu limiter le pouvoir des députés, mais c'est comme ça. Un Parlement encadré, l'Assemblée nationale vote les lois, mais le Parlement est limité pour les blocages. Et un conseil constitutionnel apparaît, il va vérifier que les lois de la Constitution sont respectées, et ça va être 9 membres avec pour 2 ans. Le référendum de 1958. Donc, le 28 septembre 1958, la Constitution va être approuvée par référendum et ça va être à peu près 80% qui vont voter pour cette décision et ça va être la naissance de la 5e République. Donc, le fonctionnement de la 5e République, le président est l'acteur central, il représente son État, il est la figure la plus importante et depuis 1962 il est élu au suffrage universel direct, ce qui va renforcer considérablement sa légitimité populaire. Il nomme le Premier ministre, il oriente la politique du pays, il va représenter le pays à l'étranger et le chef des armées et peut dissoudre l'Assemblée nationale évidemment. Il dispose aussi du droit de grâce qui permet donc d'enlever les peines d'un condamné et toutes et parfois juste la plupart de ces peines. Le Premier ministre et le gouvernement. Donc le Premier ministre va diriger le gouvernement. Il dépend du président, surtout si le président a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Et en période de cohabitation, son pouvoir s'accroît considérablement. Le gouvernement prépare les lois et ils appliquent la politique du pays et explique au Parlement ses décisions. Le Parlement et l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc le Parlement va voter les lois, mais l'Assemblée nationale aura le dernier mot contre le Sénat. Cependant, le Parlement est moins puissant que dans la 4e République. Ils auront modifié le pouvoir et ils seront beaucoup plus limités. Et donc la cohabitation, c'est la situation où le président le président appartient à un parti politique différent de la majorité qui est à l'Assemblée nationale et du coup il sera forcé à choisir un Premier ministre qui est de cette majorité à l'Assemblée nationale. Mais la France aura connu que seulement 3 cohabitations depuis la 5e République. Et ça, c'est la liste des présidents de la 5e République. Donc Charles de Gaulle, qui est donc le fondateur de cette République. Georges Pompidou, qui était l'ancien Premier ministre de Gaulle. Valéry Giscard d'Estaing. François Mitterrand, qui était donc le premier président de gauche. Jacques Chirac, qui instaure le quinquennat, donc c'est donc un mandat de 5 ans pour les présidents, parce qu'avant ça, c'était plus 7 ans. Nicolas Sarkozy, François Hollande, sa présidence a été marquée par les attentats, et Emmanuel Macron, qui est donc le plus jeune président qui a été élu. Pourquoi la 5e République dure si longtemps? Premièrement, c'est sa stabilité politique. Contrairement à la 4e République, la 5e offre une stabilité durable. La durée des gouvernements dure beaucoup plus longtemps. On passe de plus ou moins 6 mois à 2 ans cette fois. Et donc, ils peuvent projeter la politique du pays. Un régime flexible, la Constitution peut être modifiée. Il y a eu 24 modifications depuis le début, depuis 1958. Il y a eu l'introduction de l'élection présidentielle au suffrage universel, le quinquennat, la réforme constitutionnelle de 2008 qui a renforcé les droits du Parlement.
et un système hybride efficace. Donc, le 5e République associe des traits du régime présidentiel. Un président fort et le régime parlementaire. Et donc, ce système a survécu à cette alternance politique pacifique. Et donc, oui, la 5e République montre une grande capacité d'adaptation. Les critiques et limites de la 5e République. Donc, le président est parfois un peu trop puissant, parce que par exemple, parfois, le président a juste beaucoup plus de pouvoir que dans d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Le Parlement a affaibli, ou grâce à cette loi de 49.3, ils peuvent adopter une loi sans vote, et du coup ça peut limiter le pouvoir des députés. Et une personnalisation excessive de la politique. Les élections se focalisent beaucoup sur la figure du président et parfois vont regarder moins le parti ou le programme qui est bien. Et donc pour conclure, une crise grave a donné naissance à cette 5e République. Et elle a été conçue pour d'abord gérer le problème qui était en Algérie, mais au final, elle a duré jusqu'à maintenant, et avec plus de 66 ans d'existence, elle va dépasser en longévité toutes les républiques depuis la Révolution française. Et donc avec un président fort, un parlement encadré et une grande capacité d'adaptation qui vont représenter cette 5e République. Ça, c'est les sources. C'est fini. Très bien, merci Christian. Donc, vous avez enrichi le sujet avec plus de détails, je dirais. Et on va faire un commentaire. Les collègues, si vous avez des questions à poser à Christian, spécifiquement sur cette présentation. Non. Donc, on va faire une discussion sur tout ce que vous avez présenté, Andreas et Christian, après la présentation d'Ina. Et voilà, on va chercher à la fin de décider donc cette nouveauté qui était la 5e République française en tant qu'un régime politique spécifique, je dirais. On va voir s'il reste spécifique jusqu'à nos jours. Mais bon, très bonne présentation à ce point. Donc, merci à Christian. Allez-y. Dernière présentation, et puis je vais ouvrir la discussion sur le sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter aussi la 5e République française. C'est pas un symbole, là. C'est le symbole de la 5e République française. C'est que le drapeau français, c'est aussi le symbole, mais c'est ce que j'ai trouvé qui représentait vraiment la nouveauté, vraiment l'introduction de cette nouvelle République. Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945,
La France doit reconstruire à la fois son économie, son infrastructure et ses institutions politiques. Le général Charles de Gaulle dirige le pays à la tête du gouvernement provisoire de la République française, aussi appelé le GPRF, avec l'objectif de refonder une base démocratique dans le pays. Le 13 octobre 1946, un référendum adopte à courte majorité de 53% la 4ème République. Donc d'ores et déjà, on voit que la 4ème République n'est pas très populaire et que justement, elle ne part pas sur de bonnes bases. On va voir un peu plus tard, c'est pour la raison de sa chute. Quelques semaines plus tard, le 10 novembre 1946, les élections législatives donnent naissance à une assemblée de 618 députés, dont 183 élus du PCF, le Parti communiste français, qui à ce moment-là est le plus grand parti dans l'Assemblée nationale. Le système repose alors sur 3 grands partis, le MRP, les démocrates chrétiens, le PCF, donc le Parti communiste français, et le SFIO, donc les socialistes, qui est aussi le parti de François Mitterrand. Mais aucun des partis n'arrive à gouverner seul ni à avoir une majorité stable. Le recours constant de petits partis, donc la population et du petit parti, pour justement arriver à voter quel que soit le texte de loi, créer un multipartisme éclaté. Responsable d'une forte instabilité gouvernementale, les gouvernements tombent les uns après les autres dans un difficile politique globale. Cette instabilité chronique constituera l'une des principales causes ayant mené à l'effondrement de la 4ème République et à la naissance de la 5e. Dans la présentation qui va suivre, nous aborderons de manière chronologique les événements, les causes qui ont conduit aussi à la chute de la 4ème République, puis à la création de la 5e République. Nous présenterons également les acteurs politiques majeurs impliqués dans cette transition, ainsi que les conséquences et les changements institutionnels qui ont découlé. Des transformations aussi qui sont restées visibles encore de nos jours, parce que, comme ça a déjà été mentionné, la 5e République est toujours le régime actuel politique en France. Donc, avant qu'on commence avec la 5e République, moi j'aimerais bien qu'on regarde vite fait dans un ordre chronologique ce qui s'est passé post-Seconde Guerre mondiale. Et les différents aspects de la 4ème République qui ont mené aussi à sa chute. Donc suite à la Deuxième Guerre mondiale, on parle forcément beaucoup d'années parce que la France s'est quand même remis relativement rapidement de la Deuxième Guerre mondiale de ses conséquences, mais on parle de plusieurs années de privation. Donc on parle d'une France dévastée, des infrastructures détruites, une industrie faible et une inflation élevée. Cela se caractérise surtout par une dévaluation du franc qui perd 66% de sa valeur par rapport au dollar américain ou au livre sterling. Donc le franc n'est plus une monnaie qui est concurrente, qui n'est plus un symbole de stabilité mondiale comme peut l'être ces deux autres monnaies-là. Donc 2 jours plus tard, le 28 décembre 1945, une carte de pain est mise en place. Donc c'est une limite officielle de la quantité de pain qui peut être achetée par chaque citoyen. Cette décision s'exprime par une augmentation brutale de la consommation à la fin du conflit, alors que les importations ne bénéficient pas. Donc on voit déjà que dans les chaînes de production, dans l'import et dans l'export, les impacts sont toujours visibles et se ressentent en France. Donc le gouvernement est obligé de mettre en place cette mesure. Parallèlement, de nombreux produits pétroliers et denrées de première nécessité restent contingentés, maintenant un climat de rationnement et de mécontentement social plusieurs années après la guerre. Dans ce contexte difficile, le plan Marshall, annoncé le 5 juin 1947, constitue un tournant majeur. Ce programme d'aide américain vise à relancer l'économie de l'Europe occidentale, moderniser les industries et renforcer les démocraties. Pour la France, il apporte une bouffée d'oxygène essentielle à la reconstruction. Cependant, malgré le soutien de ces crises économiques et sociales fragilisent profondément la 4ème République et elles accentuent les tensions politiques, maintenant mettant en place un gouvernement sous pression constante et contribuant à l'instabilité qui caractérisera sa chute. Donc là, c'est vraiment l'aspect économique qui sera une des causes de sa chute. Maintenant, on va passer plutôt à l'aspect colonial, à l'aspect aussi militaire.
Donc, suite à la Deuxième Guerre mondiale, pas que la France, beaucoup de pays, de grandes puissances européennes perdent leurs colonies. Et c'est notamment le cas de la France. Les deux plus notables, ça reste quand même l'Indochine et l'Algérie qui ont bien sûr déjà été mentionnés. Je vais les mentionner vite fait. Donc on parle d'une montée de nationalisme après 1945 en Indochine. Et en 1946, c'est le début, donc décembre 1946, c'est le début de la guerre d'Indochine. C'est l'insurrection de Han. Cette guerre s'achève en 1954 avec la défaite de Dien Bien Phu, première grande défaite coloniale d'une puissance européenne. C'est vraiment, j'ai jamais vu pour l'instant en Europe aucune grande puissance a perdu ses colonies de cette manière-là, et d'une manière assez humiliante, je dirais, parce que la France est un grand pays avec beaucoup de moyens, avec une grosse armée, et finalement c'est le Vietnam, un pays qui est assez rural, qui bien sûr a été impacté par l'industrialisation, mais pas au point de la France, qui justement, avec de l'aide extérieure, bien sûr, c'est un conflit de type proxy, donc il y a plusieurs pays qui sont mêlés au Vietnam, mais bien sûr, ça reste quand même humiliant pour la France. Et donc, le conflit en Indochine se finit avec les accords de Genève, qui sont signés par Pierre Mendès, une figure importante de la 4e et de la 5e République. Et donc, le Vietnam finit divisé en nord communiste et en sud libéral. À peine la guerre d'Indochine terminée, la France est prolongée dans un nouveau conflit majeur, celui de l'Algérie. L'Algérie est colonisée depuis 1830, mais la différence du Vietnam, c'est un département français. C'est une très grosse différence, c'est un territoire français divisé en fait en plusieurs plus petits départements. Et donc la France est beaucoup plus attachée à ce territoire parce qu'elle le considère comme les autres territoires d'outre-mer. En fait, c'est vraiment son propre territoire, alors que le Vietnam, si je ne me trompe pas, c'est plutôt, corrigez-moi si ce n'est pas le bon terme, préfecture, pas une préfecture, mais oui, je pense que c'est plus ce qui se rapproche. Donc c'est déjà beaucoup plus sensible. Bien sûr, les Algériens sont impactés par l'indépendance du Vietnam. Ils voient ce qu'il se passe de la Tunisie et du Maroc. Donc le Maghreb commence enfin à avoir cet esprit nationaliste et veut vraiment se libérer du colonisateur français. Et donc c'est la formation du FLN. Le FLN, le Front de Libération Nationale, c'est les indépendantistes et les séparatistes algériens qui, grâce à différentes révoltes, manifestations, des fois même attentats, expriment leur volonté de devenir indépendants, ce qui va mener inévitablement à une guerre civile aussi en Algérie. Ces tensions atteignent son paroxysme avec le soulèvement d'Alger le 9 mai 1958. Le général Raoul Salan, commandant militaire, envoie un télégramme au président René Coty pour exprimer son refus de tout abandon de l'Algérie. Donc on voit vraiment que la France ne veut pas abandonner, mais ne veut pas non plus lancer une offensive pour récupérer l'Algérie, parce qu'elle sait que c'est une situation délicate. Et donc, ils n'arrivent pas à prendre des décisions, aussi à cause du multi-partis, à cause des plusieurs partis qui n'arrivent pas à faire consensus à l'Assemblée nationale. Comme on l'a mentionné, l'instabilité politique a un impact direct. Donc, la France n'arrive pas à prendre une décision concrète, elle n'arrive pas à avoir une politique concrète vis-à-vis de l'Algérie. Et donc, ça stagne, on ne sait pas ce qu'on fait, les tensions augmentent. À ce moment-là, on atteint aussi une sorte de paralysie, comme ça a été mentionné auparavant. Incapable de trouver une solution, les dirigeants de la 4e République hésitent entre négociations, poursuite de guerre ou concession, sans jamais trancher. C'est une décision alimente la colère de l'armée et des colons qui ne font plus confiance au pouvoir central. Parce qu'il y a aussi les colons français en Algérie qui ne sont pas du tout d'accord que le gouvernement laisse ce territoire aux Algériens parce qu'ils vivent là, ils sont attachés à ce territoire et ils se considèrent comme chez eux, vu que c'est un département. Et donc, suite à plusieurs crises, soulèvements, là je vais avancer un peu parce que c'est assez long. Le 9 mai, Salan rejette tout abandon de l'Algérie. Et le 13 mai, il y a des manifestations à l'Algérie contre Pierre Film, qui est une importante figure aussi. L'armée et les colons rompent avec Paris et c'est la crise finale menant au retour de Gaulle. Pourquoi?
Parce que, comme je vous ai dit, le gouvernement ne sait pas quoi faire et décide que la meilleure solution, c'est de faire appel au général de Gaulle, de le retourner, parce que après 1946, de Gaulle vit ce qu'on appelle sa période un peu traversée du désert. Il ne fait plus partie de la vie politique, il s'est retraité, il s'est mis en retrait. Et là, on fait appel à lui justement parce que c'est vu comme une figure qui rassemble le peuple, qui peut, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, rassembler, même si on est communiste, si on est de droite, de gauche, de centre, c'est vraiment une figure qui peut rassembler justement le peuple, donc former un peu, comme il a formé la résistance, peut-être former un mouvement qui peut justement, une fois pour toutes, créer une alternative à cette situation, cette paralysie. Et donc, l'impasse politique et la crise constitutionnelle. Au plus fort de la crise, Charles de Gaulle apparaît comme le dernier recours, comme on l'a déjà dit, publie un communiqué solennel dans lequel il déclare « J'attends des forces terrestres, navales et aériennes présentes en Algérie qu'elles demeurent exemplaires sous les ordres de leur chef ». Il montre sa volonté que le conflit soit géré de manière assez pacifique. Ces phases visent à calmer l'armée, montrer son autorité morale et éviter un coup de force militaire. Le 28 mai, le gouvernement chilien démissionne et commence de faire face à la situation. Une manifestation d'opposition éclate à Paris contre le retour de Gaulle, parce que de Gaulle est considéré comme quelqu'un qui va faire beaucoup de changements, et c'est le cas, il va effectuer beaucoup de changements, et les gens ont peur qu'il ne soit une figure autoritaire. Il a déjà fait part de ses pensées de son idéologie présidentielle plus autoritaire lors de la conférence de 1946. J'ai oublié le nom de la ville, mais c'est cette conférence de 1946 c'est vraiment la base de la 5e République, on va la voir plus tard. Et donc, le 1er juin 1958, il devient président du Conseil. Donc, à cette époque-là, le président n'est pas choisi par le peuple, c'est l'Assemblée nationale qui, via un vote indirect, donc les citoyens ne votent pas au suffrage universel, qui vote pour choisir le président et qui vote aussi pour choisir le président du Conseil. Ce qui va beaucoup changer, bien sûr, avec la 5e République, ça va être complètement différent. Il sera en fait, De Gaulle sera le premier président qui met en place la 5e République. Dès son arrivée, De Gaulle met en œuvre un projet institutionnel de 3 juin 1958. L'Assemblée vote une loi de révision constitutionnelle par 350 voix contre 161. Donc s'il y a une majorité, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'on sorte de cette crise, qu'il faut qu'il y ait une révision constitutionnelle. Autorisant aussi son gouvernement à rédiger une nouvelle constitution, c'est le début du processus qui conduira à la naissance de la 5e République. Il est tout le temps important de souligner que la 4e République, malgré son instabilité historique, a également un bilan positif. C'est la reconstruction économique de la France. Elle retrouve son niveau de production de l'avant-guerre en seulement 3 ans, comparé à 1918 et à 1925. Ce qui n'est pas rien, c'est divisé par 2. Donc, suite à la Première Guerre mondiale, on se reconstruit 2 fois plus vite. Et c'est aussi le début de la construction européenne. Elle porte les projets fondateurs de l'Europe moderne, notamment la CECA, l'Unité européenne du charbon et de l'acier, et le marché commun, lançant ainsi l'aventure européenne qui sera vraiment la base de notre société dans laquelle on vit aujourd'hui. La sortie de crise s'effectue du 4 au 7 juin 1958. De Gaulle se rend en Algérie pour amener le calme et il s'exprime avec une phrase assez mythique qui est « Je vous ai compris ». Une formule volontairement ambiguë, il rassure chacun sans dire vivement si l'Algérie restera française. Il se prononcera tout de même un peu plus tard, de manière assez hésitante, et c'est la seule fois qu'il emploiera cette phrase, c'est « Vive l'Algérie française ». Il est beaucoup aimé par les Algériens, il est soutenu par eux et ils ont confiance en eux, les Français ont confiance en De Gaulle pour qu'ils puissent trouver une solution juste. Et donc, avec les traités d'Évian le 18 mars 1962, c'est le cessez-le-feu. Et le 18 mars, c'est
voilà, l'arrêt de tout conflit, de toute guerre civile en Algérie. Et le 1er juillet 1962, c'est un référendum en Algérie qui donne à 99% des voix en faveur de l'indépendance de l'Algérie, et ce qui met fin au conflit. Donc, De Gaulle, suite à l'arrivée de la 5e République, il met en place ce référendum. On va voir plusieurs d'autres référendums de l'autre côté, mais pour lui, ça lui tient vraiment à cœur que le peuple puisse choisir. Et aussi, il ne peut pas mener, il ne peut pas avoir cette guerre parce que c'est un territoire français, il ne peut pas avoir cette guerre parce qu'il veut aussi sortir du protectorat américain. Il ne veut plus être dépendant des États-Unis. Certes, le plan Marshall a beaucoup aidé, mais comme on l'a dit, comme ça a été dit en fait dans le documentaire, il ne veut pas à la fois mener une guerre et à la fois vouloir devenir une puissance européenne, une grande puissance européenne à nouveau. Et donc, on passe aux prémices de la 5e République et à sa préparation, comment elle s'est vécue. Donc les fondations de la 5e République remontent bien avant 1958, c'est en 1946, lors du célèbre discours, comme je vous ai parlé, de Bayeux. C'est là que vraiment Charles de Gaulle critique de manière très violente la 4e République, critique les régimes des partis responsables. Selon lui, l'instabilité politique est due justement à ce multipartisme éclaté. Pour lui, il faut qu'il y ait un président fort, légitime et arbitre au-dessus des partis. Ce discours constitue le véritable acte fondateur de la future 5e République. Toutes idées sont reprises, enrichies et intégrées dans la Constitution de 1958. Lorsque De Gaulle revient au pouvoir le 1er juin 1958, il confie à Michel Debré, qui est une figure très importante, la rédaction du texte constitutionnel. Donc De Gaulle va vraiment être concentré sur l'aspect du président fort, alors que Debré va être plutôt concentré sur l'organisation des pouvoirs entre le gouvernement et le Parlement selon un modèle de parlementarisme rationalisé inspiré du parlementarisme britannique. Donc on voit bien qu'ils essaient de faire une balance. Ils veulent à la fois un pouvoir législatif qui a le choix, mais en même temps que le président aussi puisse prendre des choix, vraiment que les deux puissent à la fois contribuer et travailler ensemble, mais si jamais il y a une période de crise, qu'un des deux puisse toujours le remporter. On va voir ensuite avec les différents articles qui vont être importants, qui est déjà été mentionné, le 40.3, les pleins pouvoirs au président, on va les voir ensuite. Donc on voit vraiment qu'il y a une volonté de vouloir créer vraiment une société, un régime politique parfait et qui se forme nouveau, comme vous l'avez dit pour l'époque. Donc la 5e République est mise en place avec un référendum qui, cette fois-ci, au lieu qu'il soit accepté à 53%, comme l'a été la 4e République, il a été accepté à plus de 85% des Français en faveur. Donc on voit bien que les Français ont compris que les problèmes d'avant et ont compris qu'il fallait vraiment un changement et sont beaucoup plus en faveur de cette République. Notamment les Algériens qui votent 97% en faveur. Donc 85% des Algériens se sont exprimés, 97% sont en faveur de cette nouvelle constitution. Et ça parce qu'elle leur apporte aussi l'indépendance. Et donc, dans la version initiale de la 5e République, le président n'est toujours pas élu par le peuple, donc par le suffrage universel. C'est pour ça que De Gaulle va plus tard mettre en place un référendum et va demander au peuple français est-ce que vous voulez vous-même voter pour le président de la République, ce que bien sûr le peuple va accepter parce que ça leur donne une plus grande représentation, ce qui leur a beaucoup manqué justement pendant les années d'après-guerre, donc c'était un choix logique pour le peuple français. On va passer au prochain slide. Donc on a dit qu'il y a un pouvoir présidentiel renforcé. Suite à l'arrivée de la 5e République, c'est important, le PCF, donc le parti qui était jusqu'à là le plus grand, perd jusqu'à 30% de son électorat. De Gaulle fonde son propre parti, l'UNR, qui va faire coalition avec plusieurs partis de droite. Et maintenant, de 58 jusqu'à 81, jusqu'à l'arrivée de François Mitterrand, ça va être vraiment des majorités
de droite qui vont mener les politiques du gouvernement. Ce qui est beaucoup critiqué en fait, c'est que certes il a établi cette nouvelle république, mais cette forte union de droite ne laisse pas beaucoup la chance à la gauche de s'exprimer. Donc c'est une des critiques principales. Et là on va passer aux changements et conséquences suite à l'adoption de la Ve République. Donc là, vraiment, les mesures clés, les articles clés qui ont marqué la Ve République. On va commencer avec l'article 16. Donc la Constitution de 58 renforce considérablement la position du président de la République qui devient la clé de voûte des institutions parmi les instruments qu'il utilise. Il utilise cette montée en puissance. L'article 16 occupe une place centrale. Cet article accorde au président des pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave, menaçant les institutions. Alors, c'est là que vient le point de l'article 16. Qu'est-ce que ça veut dire crise grave? Il n'y a pas de définition jusqu'à ce jour dans la Constitution française de crise grave. Est-ce que c'est une crise économique? Est-ce que c'est une crise militaire? Est-ce que c'est une crise parlementaire? Qu'est-ce qu'est une crise grave? Donc, le président, à ce jour, De Gaulle l'a utilisé une seule fois, mais personne ne s'est permis de l'utiliser, je pense parce que justement ça va le rendre très impopulaire et parce qu'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de définition précise. Donc ça, c'est vu comme une potentielle menace envers la démocratie parce qu'une personne plus autoritaire pourrait venir et proclamer un état d'urgence et justement prendre les pleins pouvoirs. Parce que c'est ça en fait la crise grave. Si cet état d'urgence est proclamé, le président devient à la fois le pouvoir exécutif, législatif, pas judiciaire, mais les deux en même temps. Et donc, il a, pendant certains temps, bien sûr, limité les pleins pouvoirs. Et comme je vous ai dit, il a été utilisé une seule fois, c'est en 61 lors du putsch des généraux en Algérie. Donc, il s'est permis de l'utiliser une seule fois, vraiment en cas, dans ce cas-là, c'était vraiment une crise grave. Il n'a pas besoin de l'accord de qui que ce soit pour mettre en place cet article. On va parler aussi de l'article 49 qui est très important. Donc, c'est la liberté du gouvernement grâce à un ensemble de mécanismes dits de parlementarisme rationalisé. Du gouvernement en place, en gros, de passer en force un projet de loi, comme on l'a vu avec Elisabeth Borne les retraites. Le texte de loi sur les retraites, Elisabeth Borne par exemple l'a utilisé, mais elle met en même temps son propre gouvernement, elle engage la responsabilité de son propre gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement en place fait passer un texte de loi sans l'accord de l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale arrive à se mettre d'accord et à voter ensemble en majorité une motion de censure, le texte de loi n'est pas accepté et le gouvernement tombe et donc le président est obligé de choisir un nouveau gouvernement, donc de nommer un nouveau Premier ministre qui n'est pas, en général il devrait faire partie de l'opposition, mais il n'est pas obligé, comme on l'avait avec le gouvernement Lecornu assez récemment, il n'est pas obligé de choisir quelqu'un de gauche, il n'a pas choisi quelqu'un de la France insoumise, mais en règle générale c'est ce qui a été fait, notamment dans les années 90 avec Lionel Jospin et Jacques Chirac par exemple. Et c'est plutôt l'article 49 alinéa 3 dont il s'agit, qui est vraiment le texte dont on parle. Et l'article 11 sur les référendums, De Gaulle a énormément utilisé les référendums pour la plupart des politiques publiques. Celui-ci permet au président de directement soumettre une question au peuple au lieu de passer par le pouvoir législatif. Toutes les grandes réformes soumises au référendum ont été massivement approuvées par les Français, donc c'est une mesure qui fonctionne, qui a été approuvée, qui fonctionne à travers le temps, et donc c'est une des raisons pourquoi la Ve République est aussi populaire même de nos jours, c'est que les citoyens, le peuple français ont énormément contribué justement à la formation de cette constitution et même de nos jours continuent d'y contribuer. Cependant, les rédacteurs de la Constitution rappellent que l'article 11 doit rester une mesure exceptionnelle. Il ne doit pas servir à faire adopter n'importe quelle décision législative en contournant le Parlement,
mais seulement à trancher des questions majeures engageant l'avenir de l'État et l'équilibre des pouvoirs, et aussi des questions sociétales. Et donc, il y a d'autres modifications institutionnelles majeures, comme l'article 12, où le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, comme il l'a fait l'année passée suite aux élections européennes. Macron a dissous l'Assemblée nationale, même si à la fin les résultats étaient les mêmes. On n'a pas obtenu le résultat escompté, mais en règle générale, c'est pour débloquer la situation, pour dire je donne à nouveau la voix au peuple. Et je veux qu'il s'exprime pour qu'on essaie justement de changer la donne, de changer les majorités et pour qu'on puisse enfin avancer. Il y a aussi l'article 21 qui est une compatibilité entre mandat parlementaire et fonction ministérielle. Pour ce qui s'agit de l'article 21, c'est inspiré directement par Michel Debré et c'est donc un député par exemple qui est nommé ministre doit abandonner son siège au Parlement. Donc un ministre ne peut pas rester député s'il était auparavant. Et cette mesure est centrale dans le parlementarisme nationalisé de Michel Debré, qui est une de ses idées fondamentales, car elle évite qu'un élu puisse à la fois faire partie de l'exécutif et du législatif, ce qui renforce la séparation des pouvoirs, un concept clé dans les démocraties modernes. Et enfin, l'article 56, le président peut nommer 3 membres du Conseil constitutionnel et son président. Le Conseil constitutionnel, on sait, il n'a pas pour but de rédiger la loi, il a pour but de tout simplement dire si un texte qui est proposé à l'Assemblée nationale est constitutionnel ou non. Donc il peut refuser un texte sous le contexte qui n'est pas constitutionnel, mais le président quand même a un bon pouvoir parce qu'il peut choisir des membres de son propre parti réellement, ou avec ses propres convictions. Donc 3 membres qui peuvent faire partie de ce conseil, ainsi que son président. Ce qui n'est pas un pouvoir négligeable, ça fait partie vraiment de la vision de De Gaulle cette fois-ci, pas de Et donc on va passer au suffrage universel direct, c'est un tournant majeur de 1962. Suite aux élections présidentielles, le référendum du 28 octobre 1962 a recueilli plus de 73% de oui, malgré l'opposition d'une. Je vais me reprendre. Donc en 62, il y a un référendum et c'est la question du suffrage universel. Est-ce que les citoyens peuvent choisir le président? La population est en majorité oui, à 73% la population française est d'accord, mais il y a une critique du Parlement, parce que jusqu'à maintenant c'est le Parlement qui élisait le président ainsi que le président du Conseil. Et jusqu'à là, le président avait plutôt un rôle, quand en Bulgarie il n'était pas, il ne pouvait pas avoir les pleins pouvoirs, il ne pouvait pas avoir autant de pouvoir que lors de la Ve République. Donc c'est critiqué par le régime en place, qui est plus conservateur et qui ne veut pas forcément procéder à ce changement, mais le peuple finit par le voter au référendum. Ces décisions reflètent la dualité du régime. D'un côté, un certain héritage parlementaire et de l'autre, un renforcement continu de légitimité présidentielle. On peut dire que De Gaulle cherche à établir un nouveau équilibre, fondé sur un président fort mais soutenu directement par le peuple. Donc à la fois je peux prendre des décisions, mais je me trouve toujours auprès du peuple. Sous la 4e République, l'élection présidentielle résultait des négociations interminables, ce qui a causé justement sa chute. Et les élections de 58, c'était les premières lors de la 5e République. Le président instaure son propre parti, remporte 330 sièges, environ 63% des sièges sont à la droite, donc ils ont une majorité, et jusqu'à 80, comme je l'ai déjà dit, De Gaulle et surtout la droite peut mener plus facilement ses politiques, il n'y a pas vraiment d'opposition, c'est en majorité. C'est la première enseignement parlementaire qui avait paralysé la République. À la conclusion. Donc la 5e République, comme on l'a dit, en 1958, et la 4e échoue à cause de l'instabilité de l'autoritarisme, de guerre d'Indochine, des problèmes de colonisation, des problèmes économiques aussi. De Gaulle refond des institutions, c'est un personnage clé, ainsi que Debré aussi dans le parlementarisme. La mise en place des différents articles dont on a parlé, le rôle accru du peuple, qui n'est pas à négliger. Les premières législatives qui sont assez marquantes,
le régime montre sa solidité même en période de cohabitation comme dans les années 90. Et jusqu'à date, c'est le régime le plus long, si je ne me trompe pas, de l'histoire de la France. C'est la plus longue république jusqu'à date, la plus stable, qui a traversé des crises, notamment plusieurs guerres, la guerre en Irak, le Covid, bref, énormément de périodes clés où justement elle aurait pu être en impasse, mais elle a toujours su surmonter toutes ces difficultés. Et c'est quoi la raison en fait? Pourquoi est-ce qu'ils ont pu, justement, pourquoi cette république a survécu plus longtemps? C'est parce que les personnes qui ont mis en place cette république, comme De Gaulle, Debré, Guy Mollet et d'autres personnages importants, c'est parce qu'ils ont conçu un régime permettant à l'exécutif d'agir dans la durée, et parce qu'ils ont analysé beaucoup le régime de la Troisième et de la Quatrième République. Ils se sont penchés pendant longtemps comment est-ce que la Troisième et la Quatrième ont échoué pour pas qu'ils répètent les mêmes erreurs. Donc, c'est tout pour la présentation. Les sources sont dans le document Word parce que j'ai un bug. J'arrive pas à les mettre dans le PowerPoint, c'est dans l'autre document. Et donc, c'est ça la présentation. Bon, merci. Donc, une troisième présentation sur le même sujet. Donc, je vous invite d'organiser. Non, vous laissez la présentation sur l'écran, on peut faire les références. Alors, vos réflexions sur le sujet. Le reste, donc, les collègues qui ont suivi les trois présentations. Une première question. Chacun d'entre vous, donc, sauf les collègues qui ont présenté, les autres collègues, donnez-moi 3 mots clés qui ont resté dans votre mémoire suite des 3 présentations qui ont été faites sur le sujet de la Ve République. Allez-y. Démocratie représentative. Qui est-ce qui a évoqué la démocratie représentative dans cette présentation? Je l'ai entendu dans une présentation. Vous l'avez entendu? Combien de fois? Je sais pas. Mais c'est resté dans moi. Mais c'est votre mot-clé? Ouais. Démocratie représentative. Comment est-ce qu'elle est opérationnalisée par la Ve République? C'est-à-dire, vous dites, le mot-clé pour moi, c'est la démocratie représentative. Qu'est-ce qui vous a fait réfléchir et choisir la démocratie représentative? À quelle cause? En utilisant lesquels des arguments qui ont été présentés par nos collègues sur la Ve République? C'est un élément important du fonctionnement de la Ve République. C'est un élément important pour le fonctionnement de n'importe quelle démocratie contemporaine. Qu'est-ce qui est spécifique pour la Ve République? Elle est représentative. Elle n'est pas déjà. Elle est représentative, la Ve République. Oui. Et la 4e ne l'était pas. Je sais pas. Ah. D'accord. Il faut quand même faire attention quand vous suggérez donc des concepts qui sont des concepts, je dirais, d'une nature générale, mais qui ne sont pas spécifiquement tirés de ce qui venait d'être présenté par nos collègues. Parce que moi, j'ai jamais entendu par n'importe quel de nos collègues faire référence à la démocratie représentative. Parce que la 4e et la 5e, les 2 régimes, étaient des démocraties représentatives. Oui, mais vous avez demandé des mots-clés, pas des différences. Ben oui, mais justement, donc ça peut être un mot-clé vous donne l'idée qui a déchiré comme voilà, un fil rouge tout ce qui était présenté par nos collègues. Et je n'ai entendu... J'ai pas compris alors Donc, quand je vous dis un mot-clé, c'est un mot qui s'est répété, donc un mot qui s'est répété dans les 3 présentations, un mot qui s'est répété chaque fois, parce que apparemment c'est un mot-clé parce que il est important. Il est important pour le contexte, il est important pour le cadre institutionnel, il a une importance particulière.
Voilà, c'est ça le mot-clé. Hein? Ouais. Un mot qui s'est répété par les 3 collègues. Donc vous êtes à la recherche de 3 mots-clés. Chacun d'entre vous, je vous pose la question, donnez-moi 3 mots-clés des présentations faites par nos collègues. Parce que les présentations étaient très bien structurées. Hein? Bon, il y avait... Donc le niveau de détail était différent dans les 3. C'est bien qu'on a organisé ces présentations de cette manière. On a commencé avec la plus concentrée, celle d'Andreas, puis elle était élargie d'une manière plutôt conceptuelle par Christian, et finalement tout le champ d'études était présenté en détail par Ivan. Mais dans les 3 présentations, il y avait quand même des concepts clés, des mots clés qui ont été répétés. Donc, je commence avec Johanna. Mon premier mot-clé est Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce personnage? Pourquoi est-ce qu'il est devenu un mot-clé pour vous? J'ai entendu son nom dans la présentation de Christian et d'Ivan. Si je ne me trompe pas, il était général et une figure importante pour l'histoire de France. Et c'est ce que je sais pour lui. Voilà. Donc, dans le domaine de la sociologie politique, c'est un autre domaine que vous allez étudier avec mes collègues. Dans le domaine de la sociologie politique, une figure comme celle de général de Gaulle s'appelle un leader charismatique. Donc un personnage dans sa charisme fait de lui un leader non seulement de l'opinion publique, mais aussi un leader de tous les mouvements politiques, de tout ce qui se passe au niveau de la vie politique dans certaines circonstances. Votre second mot-clé, premier mot-clé, général de Gaulle, second mot-clé. Pour Johanna, je pense que Johanna n'a pas fini. Alors, je vous laisse réfléchir. Votre prénom, c'est pardon, c'est la fin. Oui. Allez-y. Les 3 mots-clés. Président. Président, pourquoi? Parce que la 5e République insiste sur le poids du président face au Parlement. D'accord. Vraiment au régime dans lequel le Parlement avait pris le pouvoir. Le second mot-clé? Élection. Élection. Suffrage universel. Universel. Tous les 7 ans au début, puis maintenant 5 ans. Le président est élu. Voilà. Au suffrage universel, oui, direct. Élection directe au suffrage universel. Voilà. D'accord. Troisième mot-clé. Parlement faible. Parlement faible, dans quel cadre? Parlement qui obéit au président. Ah, d'accord. Dans le contexte de la 5e République, oui. Donc c'est un parlement faible. Oui. D'accord. Moi, il y avait parlement faible dans mon présentation. Voilà, dans votre présentation, il n'y avait pas un parlement faible comme, je dirais, un concept expressément présenté. On a pu sous-entendre donc un parlement affaibli. Je crois pas que... faible, mais affaibli. Affaibli. Vous avez fait une référence. Allez-y, Johanna. Le second mot-clé que j'ai réfléchi, c'est la date 1988. 1988.
je pense que c'était dans la présentation de Christian. Et c'est une date importante, si je ne me trompe pas, si je suis correcte pour la date. C'était le raison pour la 5e République française, la raison pourquoi la République est comme ça aujourd'hui. Et puis que c'est régime le plus durable. D'accord, un régime durable. C'est votre 3e mot-clé. D'accord. On continue avec vous. C'était quoi votre prénom? Georgi, allez-y Georgi. Qu'est-ce que vous en dites? 3 mots-clés. Il ne faut pas répéter hein, les mots-clés que les autres collègues ont. Johanna a dit Charles de Gaulle. Je vais dire Emmanuel Macron parce qu'il est le dernier président de la République française. Qu'est-ce qui est clé de son personnage? Il est le plus jeune. Oui, mais personne n'a pas discuté ça dans les interventions qui ont été faites. Si, moi encore. Non, vous avez juste mentionné, et Ivan n'a pas même suggéré son nom. J'ai juste dit qu'il a dissolu l'Assemblée. Voilà. Quelle est l'importance particulière de Emmanuel Macron selon vous? Pourquoi est-ce que vous avez choisi? Donc, votre second mot-clé? Je pense que j'ai entendu Christian parler de scrutin. De scrutin. Scrutin. On organise le scrutin dans la 4e, dans la 3e, dans la 5e. Rien de particulier au scrutin. Donc je vous laisse penser encore un petit peu. J'espère que le 3e mot-clé sera vraiment un mot-clé. Allez-y. Bon. Votre prénom était Todor. Todor. Allez-y, Todor. Mon premier seul mot-clé est la guerre d'Algérie, qui signifie la décolonisation et la libération d'Algérie. Et aussi, c'est marqué la commence de la démocratisation en France. Bon. Personne n'a parlé d'une certaine démocratisation en France. La France était une démocratie même pendant la 4e République. Il était une démocratie, il n'était pas un régime totalitaire ni autocrate. J'ai mal compris. Voilà, c'était une autocritique que j'admire. Hein. Allez-y, deuxième mot-clé, donc. Réfléchissez. Je reviens sur Georgi, s'il vous plaît. Encore un troisième mot-clé. Je ne peux pas. Vous n'avez pas rien. Et notre collègue qui a commencé, c'est quoi votre prénom? Vous, oui. Alexander. Alexander. Donc, vous avez suggéré démocratie représentative. Ah, j'ai hésité. Donc, vous avez encore 2 choix à faire. Voilà, il y a beaucoup de mots-clés qui sont... Pardon? Il y a déjà beaucoup de mots-clés qui ont été cités par mes camarades, du coup ça va être compliqué là à trouver. Ah, mais s'il y a encore.
allez-y. Donc, Christian, choisissez vos 3 mots-clés. Pour moi, c'était guerre d'Algérie, oui. Parce que c'est à partir de là où ils ont décidé de vouloir élire De Gaulle au pouvoir. D'accord. Donc c'est un moment clé, hein, c'est un moment décisif. Dans la vie politique, certainement, il arrive des événements marquants et décisifs qui peuvent catalyser un changement politique. Second mot-clé. Pour moi, c'est Charles de Gaulle. Encore une fois. Nouvelle constitution, je ne sais pas. Oui, mais il n'est pas le personnage qui a rédigé la nouvelle constitution. Il avait un rôle tout à fait différent, quand même. Oui, mais c'est quand même lui qui a apporté la nouvelle République et qui a rendu le président plus fort qu'avant. Oui, par quelle démarche? Eh bien, le Parlement lui a donné plus de pouvoir. Non, mais par quelle démarche de Charles de Gaulle il a renforcé encore le pouvoir du président de la Ve République? D'abord, les colons et les armées ils voulaient qu'il revienne au pouvoir. Non, quelle démarche de Charles de Gaulle, une fois élu comme chef de l'État sous la Ve République, quelle démarche qu'il a entrepris qui a renforcé le régime présidentiel ou bien le poste du président de la République? Je pense que c'est le référendum. Sur la nouvelle constitution. Il y avait un autre référendum qui est beaucoup plus important. Allez-y. Le référendum pour suffrage universel. Voilà. Allez-y, Ivan. 3 mots-clés, selon vous? Stabilité politique, parlementarisme éclaté, non, c'est plutôt multipartisme éclaté. Et là, je suis d'accord, c'est multipartisme. Et après, je veux dire aussi, je sais penser quelque chose d'original. Représentativité, plus de représentativité vraiment, de la volonté du peuple grâce au référendum. Non, mais écoutez, chacun parmi vous a répété quelques fois le mot-clé de tous les mots-clés que vous avez. Pardon? Religion. Qu'est-ce qui est particulier? 5e République. Non. Constitution de 1958. Je crois que tout le monde a répété ça. Et c'est le concept de la crise. Hein? Combien de fois chacun d'entre vous a mentionné la crise? Il y avait la crise de la 4e République, la crise du colonialisme, la crise du fonctionnement du Parlement, la crise du multipartisme, la crise économique, la crise, etc. La crise qui s'est répétée autant de fois. Et c'est ça la condition la plus importante de tout ce qui s'est passé. Parce que, voilà, la France, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a choisi un régime parlementaire dans un contexte qui était dominé par des forces politiques de la gauche. Et c'est grâce à Ivan qu'on a quand même compris que la plupart de la 4e République, le fonctionnement de la 4e République était dominé par le Parti communiste français. Et apparemment, on peut tirer aussi cette conclusion, cette observation que dans les temps qui sont marqués par une crise, les partis
extrémistes comme est le Parti communiste, toujours, hein, peu importe si français, je ne sais pas, italien, grec, bulgare, etc., etc., les partis communistes sont toujours un parti de l'extrême. Donc ils ne sont pas aptes à bien explorer un régime parlementaire, tout ce qui a abouti à toutes ces crises et gouvernements qui ont changé chaque 6 mois, 7 mois, etc., qui, voilà, l'image que je vais vous montrer. Donc on pouvait discuter tous les nuances